Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être aujourd'hui pour présenter cette conf ici à Clermont. C'est ma première fois à Clermont. Et je suis sûre qu'un vendredi après-midi, vous avez dit « Yes, on va parler de tests, ça va être trop bien !» Ouais, ok, non, je me fais pas trop d'illusions. Est-ce que, par hasard, il y a des personnes dans la salle qui n'aiment pas trop écrire des tests? Est-ce que vous trouvez que c'est pénible, c'est nul, ça sert à rien? Ouais, ok, on est d'accord? Bon. Eh ben, je suis venue délivrer un message hyper important. J'ai la solution. Vous allez sortir d'ici tout content. On les supprime et on n'a plus de problème. Voilà, c'était super. Écoutez, pour ceux qui savent, j'ai fait 10 heures de train pour délivrer ce message. Voilà, mon truc est fait aujourd'hui. Bon, évidemment non. On va voir pourquoi. Je m'appelle Sofia Lescano-Carol, je suis argentine et espagnole. Je travaille pour une société canadienne qui s'appelle Benevity. J'habite à Madrid, on a du soleil, incroyable. Dans la vie, je fais plus que juste programmer. J'ai 2 chats, vous allez les voir. Je voyage pas mal, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis à Clermont aujourd'hui. Et j'aime beaucoup danser. Quelques mots sur mon entreprise. En fait, Benevity, ce qu'on appelle une goodness platform, c'est le leader du marché aux États-Unis et au Canada de la responsabilité sociale des entreprises. Ça veut dire qu'on travaille dans tout ce qui est volontariat et dons au niveau d'entreprise. Et quand vous avez la chance de pouvoir travailler pour une entreprise qui est alignée avec vos valeurs et vous faites quelque chose qui a du sens pour vous, vraiment, ça change énormément votre métier de développeur. Donc, si on ne veut pas les supprimer, peut-être qu'on a besoin de se rappeler pourquoi on écrit des tests. Alors pourquoi moi particulièrement j'écris des tests? J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des monolithes et c'est assez difficile de connaître l'entièreté de l'application. Donc souvent, les tests ils vont m'aider à connaître les flux utilisateurs, que ce soit les tests end-to-end ou les tests unitaires. Je vais réussir à comprendre qu'est-ce que le développeur voulait faire et ça sert de documentation à mon projet. D'autre part, je veux savoir si ça fonctionne. Est-ce que ça marche? Grosse problématique du dev. Je veux éviter les régressions, puisque chaque jour, je suis en train de construire de nouvelles fonctionnalités, et ce serait dommage de casser ce que j'ai déjà construit. Et en fait, ce qui est hyper intéressant d'écrire des tests, c'est que ce sera automatique, je peux les rejouer à l'infini, et donc je ne suis pas en train de faire des tests manuels et d'oublier finalement, il y avait ce test à faire. Les tests, en général, en fait, ça me donne une énorme tranquillité au moment de développer, puisque ça va me prévenir de faire des erreurs que je n'aurais pas pensé. Généralement, ce qui se passe, c'est que si les tests sont bien écrits, et on va voir que ce n'est pas toujours le cas, un test qui ne passe pas, en fait, généralement, j'ai 2 solutions. Peut-être que j'ai besoin de mettre à jour le test, j'ai créé une nouvelle feature, ça mérite une mise à jour. Ou je viens de détecter un problème. Génial, mon test, il m'a aidé à trouver un problème dans mon code. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas confiance en mes tests? Donc, ce qu'on appelle les tests peu fiables ou flaky en anglais, c'est en fait un test qui il donne à la fois des résultats positifs et négatifs malgré aucune modification du code ou du test. C'est-à-dire, je lance 2 fois le test et il donne des résultats différents. On est sur des tests qui sont non déterministes et donc les reproduire et les corriger peut s'avérer très complexe. Parce que dans un monde fantastique, le développeur n'a pas fait exprès d'écrire ce type de texte, donc il ne comprend pas dans quel cas particulier le test ne passe pas. Et ce qui est drôle, c'est qu'un test flaky, il peut passer 1 fois sur 2, vous avez de la chance, vous pouvez au moins reproduire et essayer de résoudre le problème. Il peut passer 3 fois sur 4, il peut passer 199 fois sur 200. Donc allez essayer de reproduire ou allez essayer de voir les logs pour essayer de comprendre le cas limite, le cas bizarre où ce test ne passe pas. Donc on revient à notre situation initiale, un test qui ne passe pas, j'ai 2 options. Et en fait, au milieu, on rajoute un problème de... Est-ce que c'est un vrai positif en fait? Est-ce que c'est un vrai problème ce que je suis en train d'observer? Le problème, c'est que plusieurs exécutions ne me permettent pas toujours de conclure, parce que je ne sais pas quand est-ce que le test il va fail. Ça se trouve, j'ai 2 échecs consécutifs et pourtant, c'est qu'une question de mauvaise chance. Tant pis. Si ce que je veux, par exemple, c'est tester dans mon application, au lieu de faire confiance au test,
bah en fait, peut-être que c'est un test que j'ai même pas écrit, donc il faut que j'aille voir qu'est-ce qui fait le test, et pour ensuite pouvoir me loguer dans une instance de staging, essayer de voir si finalement ça fonctionne, pour pouvoir rejeter la faute sur le test et non sur la fonctionnalité. Et cela peut être assez difficile et prendre beaucoup de temps. L'idée, au moins dans mon entreprise, je ne sais pas ailleurs, c'est qu'on ne va pas merger en fait si les tests ne passent pas. Et du coup, ça va nous empêcher de déployer et ça va nous faire perdre beaucoup de temps. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une vraie incertitude sur l'état de l'application. Il y a une dégradation de la capacité à délivrer et ça génère énormément de frustration des développeurs. Personne ne veut entendre parler de ces tests. Et en fait, il y a tellement de bruit que même s'il y avait un vrai problème et que le test il est en train de nous montrer un problème, on ne va pas le prendre au sérieux. Quand vous avez une CI qui ressemble à ça, en mode « ouais, ça passe, non, ça passe pas, ouais, ça passe, non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas », en fait, si vous avez beaucoup d'exécutions où ça passe pas, potentiellement vous avez introduit un problème, mais comme vous êtes sur l'idée que bon, ça passait pas déjà avant mon merge, donc pourquoi je vais regarder? En fait, il y a énormément de temps qui est perdu jusqu'au moment où vous allez vraiment regarder le problème que vous avez. Et vous vous retrouvez sur des conversations comme ça, où ils te disent le test passe pas, et ils disent bon, c'est normal. Non, c'est pas normal, il faut essayer de le corriger. Et ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que c'est souvent un problème qui est connu, mais qui peut se répondre très vite. Donc levez la main, alors je ne juge pas, si une fois, comme ça, vous avez rencontré un problème et vous avez fait semblant de ne pas l'avoir vu. Ouais, ok, on se reconnaît. Je vous ai rajouté quelques captures d'écran de collègues qui se disent « Oh non, encore un flaky test ah bah je l'ai déployé, mais d'abord il faut que j'essaye de résoudre ça, on dirait que c'est encore instable ». Plein de choses qu'on peut trouver sur notre Slack. Et celui que j'aime le plus, c'est bah, après avoir essayé 6 fois, c'est passé. Donc c'est bon, il n'y a pas besoin de régler le problème. Et par hasard, hein, est-ce que vous auriez déjà copié du code pour créer du nouveau code? Ouais, donc qu'est-ce qui se passe? En gros, on a un test qui est un peu pourri, puis on le recopie 45 fois dans la base de code, toute la base de code est infectée, et ça devient complètement impossible de régler le souci. Donc en fait, on crée des nouveaux tests basés sur les anciens, et évidemment, construire des nouvelles fonctionnalités, c'est beaucoup plus important que s'occuper de la stack technique, donc on ne regarde jamais le problème droit devant. Comment on met toutes les chances de son côté pour écrire un test instable? Je vais vous présenter les raisons les plus communes, il y en a d'autres. Donc on a des tests mal écrits, soit parce que c'est des dates, des règles métiers, on a des temps d'attente dépassés, des dépendances et des problèmes d'ordre, et des dépendances externes. Des tests mal écrits, c'est assez simple. Vous écrivez des tests qui sont pas terribles, et vous obtenez des résultats qui sont pas terribles. Je vous mets un petit exemple de vrai code. Donc, on a un test qui essaye de vérifier que la date de renouvellement du budget est dans un an. Donc, le développeur avisé, il se dit, il suffit que je compare la date d'aujourd'hui à la date de fin du budget, et la différence doit être de 366 jours. Et là, qu'est-ce qu'on peut penser? Alors, il y a un développeur qui l'écrit, il y a des personnes qui a priori en approuvent cette pull request. Donc c'est la faute à qui? Ou est-ce que c'est la faute au framework parce que c'est trop compliqué de gérer les dates et du coup on a mis ça, ça passait et puis on était content. Donc évidemment le test il arrête de fonctionner le 1er mars parce qu'on était sur une année bisextile et on ne l'est plus. C'est drôle, c'est un test qui passe tout le temps et au bout d'un moment il arrête de passer, il passe jamais. C'est assez drôle. Et d'autant plus, je vous ai dit que je travaillais pour une boîte canadienne, donc je me réveille le matin, pendant que moi je travaille, Canada il dort. Je trouve que ma pipeline ne passe pas, on retombe sur ça et on se dit, c'est pas possible. Truc encore plus drôle, je me dis, bah, je vais aller voir ce développeur, je vais essayer de lui faire comprendre qu'il y a un problème avec ce test. Et qu'est-ce que je peux faire si sa réponse est, bah, ça va échouer en 2028 ?
pourquoi je vais régler ce problème maintenant? Enfin, pourquoi je vais investir des heures à régler ce problème alors que dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, c'est un problème pour le développeur du futur et c'est pas très drôle de laisser cela pour quelqu'un d'autre. Autre problème, par exemple, imaginez que vous avez une liste d'invoices, de factures, et que vous vous dites, je veux lister les factures, et pour avoir des données, je vais mettre une facture à la date d'aujourd'hui, une facture d'il y a un mois, et une facture d'il y a 2 mois. Il se trouve que vous utilisez une fonction qui, quand c'est le 31 mars, vous faites moins un mois, le 31 février, ça ne marche pas, et donc vous avez un test qui fonctionne presque tout le temps, mais de temps en temps, il ne fonctionne pas. Et là, mon collègue, il me dit, mais Sophia, tu ne sais pas que le 31 de chaque mois, il ne faut pas tester. Donc, comment on peut résoudre ça? Il se trouve que sur cette librairie, en particulier Carbon, en fait, il y a une fonction non-overflow qui va résoudre ce problème, mais autant faudrait-il la connaître. Piste de résolution, vous pouvez utiliser une clock interface pour essayer de ne pas avoir ces dépendances avec des dates. Autre problème assez commun, c'est vous écrivez un test, mais vous ne comprenez pas tout à fait les règles métiers de ce que vous faites. Imaginez que vous avez un e-commerce et que vous vous dites « mais j'adore les données aléatoires dans les tests ». Bon, moi je déteste les données aléatoires dans les tests, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. On adore les données aléatoires, on a un client, on a une marque sur laquelle on va acheter, on se dit pays aléatoire sur le client, pays aléatoire sur la marque, sauf qu'on travaille en Europe. La plupart du temps, les taxes, c'est tout pareil. Il suffit que la marque soit en Angleterre. Les taxes sont différentes. Et donc, une fois, dépendant du random, de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Et c'est très difficile à retrouver. Et ça, c'est vraiment juste une incompréhension du métier qu'on est en train de tester. On a eu une petite erreur rigolote. C'est parfois, dans les tests, on s'amusait à vérifier que il y avait des données qui avaient été loguées, et donc les logs, ils avaient l'ID, par exemple, de l'entité qui avait été affectée. Et donc, on mettait l'ID en dur, super idée. Et on a fait un changement entre SQLite et MySQL. Les ID sont gérés de façon différente, donc en fait, ils ne sont pas remis à 0 à chaque exécution. Et donc, bon, si on trouve un test comme ça, on peut le corriger. Mais si on a des centaines de tests qui ont le même problème, et en fait, nos tests sont en train de nous empêcher de faire une mise à jour de base de données qui, pour nous, est hyper importante pour le métier. Et ben c'est dommage, parce qu'en fait, l'idée même de faire ça, c'était de passer à une architecture qui était plus proche de la prod pour utiliser un MySQL en local. Et ça avait un vrai avantage technique, mais on avait des problèmes avec les tests. Vous pouvez avoir des dépendances avec les feature flags. Imaginez des tests end-to-end. Vous introduisez une fonctionnalité qui est derrière une feature flag. Le test n'est pas explicite sur la valeur de la feature flag. Et si quelqu'un s'amuse à changer la feature flag sur l'environnement, le test, il ne passe plus. Et vous avez aussi souvent les temps d'attente dépassés. Ça se voit beaucoup sur les tests end-to-end. Et parfois, c'est plus tricky que d'autres fois. Par exemple, je vous ai mis 2 exemples ici. Le premier, c'est à peu près évident. On sait qu'il y a eu un timeout et on se dit, bon, on peut résoudre cela. Le deuxième, on est sur un panier et donc on a ajouté un certain nombre d'éléments. Et ce que le test nous dit, c'est, je voulais que le prix soit de 23 et le prix est de 18. Donc, c'est pas évident de se dire, en fait, le prix est de 18 parce qu'il manquait des éléments dans le calcul. Et en réalité, ce n'est pas un vrai souci, c'est un problème de timeout. Donc ça peut être très tordu. Et vous pouvez avoir des dépendances et des problèmes d'ordre. Imaginez que vous avez une entité et vous avez 3 tests. Vous dites, je vais faire un test pour créer, un test pour éditer et un test pour lister. Il se trouve que vous avez une base de données partagée pour vos tests. Et vu que vous avez déjà créé une entité, vous dites, la deuxième, j'édite l'entité du premier. Enfin, pourquoi je vais m'embêter à réécrire des lignes pour créer une entité? Et puis la troisième, je liste les entités que je viens de créer. Donc vous avez 3 tests qui sont dépendants, ce qui est terrible, puisque dans l'idée, les tests, ce serait génial de les lancer en parallèle et de les lancer de façon random. Donc vous êtes forcé à les exécuter de façon séquentielle. Et en plus, imaginons que vous avez un problème sur le listing de vos entités. Et en fait, le résultat vous dit que vous avez un problème sur les 3.
Enfin, pardon, je me suis trompée. Mais l'idée, c'est que le test qui va échouer n'est pas la vraie fonctionnalité qui ne fonctionne pas dans votre application. Et des dépendances externes, nous, ça nous arrive beaucoup. Nous avons des tests, mais on veut absolument appeler une sandbox de paiement qui pourrait être instable. On veut que ce soit testé parce que c'est le cœur de notre métier, mais on a toujours ce risque que notre partenaire ne soit pas disponible. Comment on peut s'attaquer à ce problème ? En fait, il est hyper important de comprendre que vous êtes face à un problème humain et un problème technique, même parfois plus un problème humain. Moi, quand on me demande quelle est la chose la plus difficile dans mon travail, je dis que c'est les gens, parler avec les gens, comme on disait hier, collaborer avec des gens. Et en fait, l'idée, c'est que, même si je ne vous souhaite pas que cela vous arrive, quand vous avez une énorme base de code, et ben en fait, vous avez le risque que ça vous arrive tôt ou tard. Donc c'est intéressant de savoir à peu près comment le prévenir ou comment on peut le contourner. L'idée serait de comprendre les impacts, pouvoir les mesurer, améliorer les pratiques de test, avoir les bons outils et établir une stratégie au cas où cela nous arriverait. Comprendre les impacts, en fait, c'est à la fois avec les développeurs et avec le produit et le management. Qu'est-ce qui se passe pour le petit développeur qui est dans son coin? C'est que c'est beaucoup plus simple de rejouer le test et espérer qu'il passe. Mais ce n'est pas très gentil pour tous ses collègues. Parce qu'en fait, un test qui est instable peut potentiellement échouer sur chaque workflow de chaque pull request de toutes les personnes qui sont en train de travailler. Donc vous imaginez une entreprise qui a des centaines de développeurs, parce que moi j'ai décidé de regarder ailleurs, bah, potentiellement je suis en train de bloquer pendant des heures d'autres personnes de l'entreprise, alors que j'aurais pu juste dire, bah, soit le régler, soit notifier, ou en tout cas mettre en lumière que le test était là. Au niveau de l'entreprise, en fait, il y a une énorme perte de temps et un coût humain et logiciel énorme. Les gens sont frustrés, on perd du temps sur les déploiements, on perd du temps sur les tests. Parfois, on investigue des tests qui, en vrai, sont juste instables, donc il n'y a pas de vrai problème dans notre code, et il y a une énorme perte de temps. Et il est important de pouvoir allouer du temps, c'est pour ça qu'il faut faire comprendre aux produits et au management, du temps pour régler ce genre de problématiques. L'idée, c'est que c'est un effort collectif, parce que je peux le faire, mais si j'ai des centaines de développeurs et je suis la seule personne qui va à chaque fois indiquer qu'il y a un test qui est instable, et ben en fait, je ne vais pas arriver très loin. Il est important de quantifier le problème, à la fois par exemple pour le management, de dire on a une centaine de tests qu'il faut régler, donc ça va nous donner du pouvoir pour essayer de créer un changement. Et aussi parce qu'au bout d'un moment, il est intéressant de savoir combien de temps on perd, donc comment on pourrait chiffrer ça en argent, et en même temps savoir si la situation s'améliore ou s'empire. Et en fait, si vous ne le mesurez pas, et ben en fait, ça va être très difficile de faire quelque chose avec. Vous pouvez améliorer vos pratiques de test en se formant, soit en interne, soit avec des formateurs externes. Vous pouvez partager les erreurs rencontrées. Toutes les choses que vous avez vues aujourd'hui, l'idée c'est que si vous voyez des choses similaires, vous pouvez les partager avec vos collègues. Quand vous le savez, ça va être plus difficile que vous le reproduisez, ou vous allez être plus attentif si vous êtes en relecture de code de quelqu'un. Et l'idée serait de relire les tests. Je sais que personne ne relit les tests, mais relire les tests n'est pas juste le code quand on regarde les pull requests. On peut surtout s'aider des bons outils, parce que ce serait bête que ça repose que sur un développeur qui doit être hyper vigilant et lire toutes les parties d'une pull request. Et donc, je vous en présente quelques-uns que j'ai pu utiliser. Donc, il y a CircleCI, qui est un outil d'intégration et déploiement continu, Datadog, qui sert à me faire du monitoring d'infrastructure et d'applications, et Allure, qui est un outil de reporting de tests d'automatisation. Quelques exemples, par exemple, à gauche, vous voyez Allure. Allure, il a un historique quand vous êtes sur un test. Ça veut dire que s'il n'est pas passé, je peux voir qu'il y a 15 minutes, il est passé. Donc je peux me dire, ok, si j'ai l'impression que mon code n'impacte pas ce test, peut-être qu'il est instable. Si je sais qu'il n'est pas passé depuis longtemps, ça peut me donner ce type d'information. Et CircleCI, il va vous rajouter une petite pastille flaky, parce qu'en fait, il va être capable de comparer le commit
le code qui a été exécuté et dire bah, je sais que dans 2 exécutions d'exactement le même code, une fois c'est passé, une fois c'est pas passé, donc je pense que ce test est flaky. Vous pouvez, avec CircleCI, pareil, avoir accès à des dashboards qui vont vous permettre de voir par rapport à tous les tests que vous avez, en fait, combien sont de type flaky et lesquels sont ceux qui échouent le plus. Ça va vous permettre de savoir où commencer à attaquer le problème et de monitorer l'état global de l'application. Avec Datadog, que je n'ai pas particulièrement utilisé, mais qui a des choses beaucoup plus poussées au niveau de test flakiness, vous pourrez par exemple ignorer un test qui a été détecté par erreur. Imaginons qu'on revient à mon exemple de paiement. La sandbox de paiement que j'étais en train d'utiliser n'était pas disponible. Et en fait, donc, tous mes tests de paiement ont été labelés comme flaky. Et je peux dire, non, c'était une mauvaise détection pour faire en sorte ensuite que mon reporting soit correct. Et vous pouvez parfois relancer des parties concrètes de votre workflow. Parce que si, quand vous avez un test qui est flaky, vous devez relancer toutes vos suites de tests et potentiellement ça prend du temps, c'est vraiment dommage. Donc ça va vous permettre de relancer des petites parties pour aller plus vite. Nous, des choses qu'on avait utilisées, par exemple, c'était des analyseurs statiques où vous pouvez créer vos propres règles. Et dans le premier exemple que je vous avais montré de submonths, overflow, non-overflow, par exemple, on pouvait interdire l'utilisation d'une fonctionnalité et puis même donner le tips à l'utilisateur de se dire si tu utilises cette fonction, ça va être mieux. Donc à travers le code, on peut essayer d'empêcher certains types de comportements, l'utilisation d'une lib, l'utilisation d'un import ou différentes choses qui vont aider à la qualité de nos tests. Et si jamais tout ça ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser des stratégies de contournement. Cela va dépendre énormément de si votre déploiement est manuel ou automatique. Moi, j'ai été dans les 2 cas. Si vous avez un déploiement qui est manuel, par exemple, vous pouvez séparer des tests dans une suite en particulier. Par exemple, nous, tous les tests qui vont avec des moyens de paiement, ils sont séparés dans une suite en particulier qui nous permet de déployer même si cette suite ne fonctionne pas. Parce que si on sait que les changements qu'on est en train de faire n'ont absolument rien à voir avec le paiement, en fait, il y a un tag qui va être rajouté à la release qui est générée. Et donc, ça va être au développeur qui va faire la release de choisir de faire le déploiement ou pas. Mais l'idée, finalement, c'est d'avoir un court-circuit et que ce ne soit pas parce que j'ai une dépendance externe que je ne peux pas déployer mon code. Vous pouvez à ce moment-là forcer un merge, parce qu'il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est le comble du test instable. Vous voulez régler un test instable et tout d'un coup, il y a un autre test instable qui apparaît. Donc, vous n'arrivez même pas à résoudre un test et vous êtes un peu dans cette situation-là où vous avez créé une PR pour skipper ou fixer un test et en fait, vous avez 2 nouveaux qui vous empêchent de le faire. Donc, évidemment, avec une vérification manuelle et avec caution, mais l'idée, c'est d'avoir des façons de court-circuiter la pipeline si la pipeline est infestée et que vous ne pouvez rien faire avec. J'ai aussi travaillé avec des développements plutôt automatiques avec l'exemple de la merge queue. La merge queue, en fait, c'est l'automatisation du processus de merge et de création des releases. Et en fait, ça va se reposer énormément sur votre pipeline. L'idée est que, en fait, on va rajouter dans une liste les pull requests qui veulent être mergés et la merge queue va essayer de créer une release de pull requests compatibles en lançant la pipeline et tous les tests sur cette release. Le problème, c'est que si j'ai un flaky test, en fait, à chaque fois, il va essayer d'enlever une paire parce qu'il se dit il y a une paire qui n'est pas compatible jusqu'à ce qu'il réussisse à avoir une pipeline qui soit verte. Mais si ce n'est pas vraiment un problème d'incompatibilité, mais un problème d'instabilité des tests, en fait, vous êtes en train de bloquer la pipeline et vous ne réussissez pas à délivrer. Et donc, un seul test qui soit flaky peut bloquer la merge queue pendant des heures. Pour ça, vous pouvez avoir des stratégies de réessai. Donc, par exemple, comme
Mon déploiement est automatique, je mets des stratégies de retry de façon à ce que les tests soient retry au moins 3 fois. Ça peut permettre qu'un test qui m'embête ne me bloque pas toute la pipeline. Après, il faut faire attention, évidemment, puisque cela va augmenter le temps d'exécution de votre pipeline et potentiellement cacher le problème. Si, avec ce type de stratégie, vous réussissez à faire vos déploiements, mais vous oubliez que vous avez des tests qui sont très instables, vous allez peut-être jamais essayer de régler le vrai problème, et au final, ce que vous obtenez, c'est juste une pipeline qui prend énormément de temps. Donc, toujours à regarder. Moi, j'adore les processus. Je pense que c'est un des trucs les plus importants pour essayer de collaborer et de travailler ensemble. Donc, l'idée, c'est de se dire, il faut que si quelqu'un trouve un test flaky, qu'il puisse le reporter, qu'on le désactive, par exemple, parce que s'il est en train de bloquer la pipeline, ça ne sert à rien. Et évidemment, le traiter comme une dette technique urgente à régler par l'équipe concernée. Bon, c'est pas si simple. J'ai travaillé 3 ans dans des entreprises où c'était le quotidien, les flaky tests, et personne ne voulait parler avec personne, et personne ne voulait en entendre parler. Donc je vais présenter quelques problèmes qu'on a pu voir. Alors, en premier, en fait, il faut prendre le contrôle de la situation au plus vite. Plus le problème avance, plus il est difficile de le remédier. Et le problème, souvent, c'est que les gens, ils n'en ont rien à faire des règles. Vous mettez un processus que vous avez réfléchi et vous dites aux gens de le faire. Et ils préfèrent rejouer un test parce que techniquement, ça leur prend moins de temps. Donc, il faut vraiment faire comprendre et parler avec vos équipes, un peu comme on disait hier. Mais en tout cas, moi, je suis plus sur l'idée d'inspirer en donnant l'exemple que de dénoncer vos collègues sur Slack. Donc l'idée, c'est à chaque fois que vous entreprenez ce type d'action, vous pouvez toujours en parler et potentiellement, ça motivera d'autres personnes à faire de même. S'il y a des gens qui font ça, vous pouvez toujours valoriser leur travail, même si ce n'est pas vous qui réglez des tests instables, que ce soit avec un petit message sur une PR, sur un channel de kudos, ou peu importe, mais l'idée c'est vraiment de motiver les gens à continuer dans cette voie. Et au final, parfois, ça a du sens en fait de supprimer les tests. Peut-être que vous avez testé à un niveau qui ne fait pas de sens ou que par rapport à la complexité de votre application, ce test vous pose plus de problèmes qu'autre chose et peut-être que vous voulez le tester à un autre niveau. Peut-être qu'un test end-to-end peut être remplacé par un test unitaire ou vice-versa et que supprimer certains tests, ça a finalement du sens. Et si rien ne marche, vous pouvez toujours faire des petites blagues pour vos collègues pour essayer de attirer l'attention sur le sujet. Donc moi j'en ai fait plein. Et je pense vraiment qu'en fait avec un peu d'humour, vous arrivez mieux à faire passer un message qu'en faisant un long discours ou en étant fâché sur cette situation. Voilà, c'est tout pour moi. Les icônes ont été faites par ces merveilleux artistes et je vous remercie. Il nous reste du temps pour des questions. On a... Moi, j'en ai une pour... Ah. L'estimation du pourcentage de flaky test sur une code base de test, tu mettrais ça à quoi? 5%, 50%? Waouh, je pense que ça dépend beaucoup. En fait, le truc, c'est que même si tu n'en as pas beaucoup, ils font beaucoup de bruit, en fait. C'est ça le problème. J'espère que tu n'en as pas beaucoup, mais... aucune idée. Mais le problème, c'est que même si tu en as 5, ils peuvent t'embêter énormément sur ton quotidien. En fait, c'est ça le problème. Merci. Alors, est-ce que ça inspire d'autres personnes sur des questions? Je crois qu'ils n'ont pas de questions. Très bien, vous pouvez me trouver si jamais. Merci.